What's Up, le podcast zéro émission par Automobile Propre. Des chargeurs haut débit sur les aires de repos, la plus grande station de recharge au monde est à côté de chez nous, la baisse des ventes de voitures électriques en Europe est-elle passagère ou là pour durer ? Ce VTC électrique compte près de 500 000 km et ce n'est pas une Tesla. Et enfin, la dernière fantaisie d'Elon Musk. Voici pour les grands titres de l'actualité de la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi l'interview de la semaine, celle d'un représentant français de l'ONG internationale Transport et Environnement. Bienvenue dans le podcast What's Up par Automobile Propre, épisode 122 du 22 juin 2024. L'actu de la semaine. Voici une avancée qui fera date pour les utilisateurs de véhicules électriques sur les autoroutes françaises. Vinci et Electra annoncent l'installation des premières stations de recharge sur les aires de repos sans station-service sur les autoroutes A7, A9 et A10. Electra a remporté l'appel d'offres pour installer 18 stations, ajoutant 174 points de recharge rapide de 200 à 400 kW. La première station a été inaugurée à Bornaron, dans la Drôme, sur l'autoroute A7. D'ici fin juin, des stations seront opérationnelles sur l'A7 à la Bouterne, sur l'A9 à Rivesaltes et Pia, et sur l'A10 à Cézac, Saint-Palais-Ouest et Est. D'autres stations ouvriront avant la fin de l'année sur l'A7 à Tricastin et Orange-le-Gré, sur l'A9 à Giges-en-Nord, Loupian, Bages et Gasparet, et sur l'A10 à Labénat, Bois-Redon et Saint-Caprais. En 2026, le réseau s'étendra aux aires d'Estésargues, Nord et Sud dans le Gard. Des installations qui concernent pour l'instant le Sud, mais qui vont vraisemblablement s'étendre sur le reste du territoire, et qui concrétisent ce dont on avait déjà parlé avec Electra et avec Vinci dans des interviews précédentes il y a un an et demi environ. Vous pensiez que la plus grande station de recharge pour voitures électriques était probablement en Californie ou quelque part du côté de Shanghai ? Eh bien, pas du tout. La plus grande station de recharge au monde se trouve dans un petit bourg du sud de l'Allemagne, un petit village situé à Merklingen dans le Bade-Wurtemberg. Ces stations peuvent recharger jusqu'à 259 voitures électriques simultanément, dépassant ainsi la station Shell de Shenzhen d'un seul chargeur. Contrairement à son homologue chinoise qui utilise uniquement des chargeurs rapides, la station de Merklingen est équipée de bornes 11 kW adaptées pour les voyageurs laissant leur véhicule en charge durant leur journée de travail. La station, située près d'une gare, est aussi couverte de panneaux photovoltaïques produisant jusqu'à 900 000 kWh d'énergie renouvelable par an. En mai 2024, les ventes de voitures électriques en Europe ont chuté de 12% par rapport à l'année précédente, atteignant 114 308 unités, soit 12,5% du marché automobile contre 24,1% en Chine. Il faut en effet savoir qu'en Chine, aujourd'hui, une voiture neuve achetée sur 4 est électrique. Certains pays s'en sortent mieux que d'autres, comme la Belgique et la France, qui voient une progression, tandis que l'Allemagne enregistre une forte baisse qui se poursuit de 30% suite à la suppression du bonus écologique. Les ventes de voitures hybrides simples, en revanche, continuent de croître, représentant près de 29,9% du marché. Les voitures à essence et les hybrides rechargeables reculent légèrement. Globalement, les immatriculations de voitures dans l'Union européenne ont diminué de 3% en mai, mais ont augmenté de 4,6% depuis le début de l'année. Donc la croissance continue quand même un petit peu, même si elle est moins forte. Cette stagnation des ventes de voitures électriques est attribuée à la prédominance des modèles haut de gamme coûteux. Les consommateurs attendent des modèles plus abordables qui devraient arriver d'ici 2025. Et même 2024, avec notamment la Citroën IC3, la Renault R5. L'incertitude autour de l'interdiction des ventes de voitures thermiques en 2035 en Europe pourrait également influencer cette tendance. Le Tesla Roadster, dévoilé pour la première fois en 2017, continue de se faire attendre. Elon Musk a récemment réaffirmé sur X que le développement du modèle était toujours en cours et promet qu'il pourrait même voler grâce aux technologies de SpaceX. Début 2024, le patron de Tesla avait révélé que le Roadster serait développé en collaboration avec Tesla et SpaceX, ce qui avait suscité quelques interrogations. Elon Musk a récemment confirmé sur X que le futur Roadster pourrait voler grâce au SpaceX Package, introduisant des propulseurs à air froid similaires à ceux des fusées, permettant théoriquement au modèle de planer. Cependant, il est difficile de savoir si cette promesse se concrétisera. On sait ce qu'il en est des promesses d'Elon Musk. Musk promet pourtant des performances exceptionnelles comme le 0 à 100 en moins d'une seconde pour un modèle unique et sans équivalent. Néanmoins, le Roadster n'a pas été mentionné lors de la récente présentation aux actionnaires de Tesla, où de nouveaux modèles et l'arrivée du Cybertruck en Europe ont été abordés. Des retards répétitifs qui pourraient bien frustrer la communauté des fans de la marque, si ce n'est pas déjà fait.
Jean, chauffeur VTC en Île-de-France, prouve que les Tesla ne sont pas les seules voitures à atteindre le demi-million de kilomètres. Son Kia e-Niro, acheté neuf en 2019, affiche aujourd'hui plus de 460 000 kilomètres avec sa batterie et son moteur d'origine. Jean prévoit de franchir les 500 000 kilomètres d'ici septembre 2024, avec une consommation moyenne de 13,6 kWh au 100 km et une autonomie toujours supérieure à 450 km. Jean n'a rencontré aucun problème majeur. Il utilise principalement une wallbox de 7 kW pour charger son véhicule à domicile. Le véhicule impressionne par sa durabilité avec seulement des pneus remplacés 2 fois par an et des plaquettes de frein d'origine. Donc plaquettes de frein d'origine, moteur d'origine, batterie d'origine. Cette histoire témoigne de la fiabilité des voitures électriques qui n'ont plus grand chose à envier au diesel et qui font mieux en termes de rentabilité. L'interview de la semaine. La transition vers l'électrique, et plus particulièrement celle des flottes d'entreprises, c'est un sujet économique et écologique, mais c'est aussi la raison d'être de certaines ONG qui œuvrent pour inciter tous les acteurs du marché à accélérer leur verdissement. C'est justement la mission de l'ONG Transport et Environnement, l'occasion de faire le point sur leurs différentes actions avec Léo Larivière, l'un de ses responsables et porte-parole pour la France. Bonjour Léo Larivière, bienvenue. Bonjour Eric, merci. Vous êtes responsable plaidoyer transition automobile chez Transport et Environnement, une ONG qui a pour mission de convaincre les différents acteurs des transports de mettre en œuvre des politiques ambitieuses pour décarboner ce secteur d'ici 2050. Avant d'en venir au sujet d'actualité, est-ce que vous pouvez nous présenter Transport et Environnement en quelques mots ? Eh ben, bien sûr, vous l'avez dit, Transport Environnement, c'est une ONG qui est spécialisée dans la transition, la décarbonation des transports. Plus précisément, on est une ONG, mais on est aussi un think tank parce qu'on réalise beaucoup d'études, de rapports, d'analyses. Et on est aussi un réseau d'associations puisqu'il y a une 60aine d'organisations à travers toute l'Europe qui travaillent sur cette question de la transition des transports, qui sont membres du réseau de Transport Environnement, et on est d'une certaine manière la voix de ces organisations dans nos différents pays où on est présent. Ça a été créé quand, tes Transport et Environnement ? Eh bien, ça fait 30 ans que l'ONG existe, a été créée initialement à Bruxelles. Le bureau principal de l'ONG est aujourd'hui basé là-bas. Et dans les dernières années, l'ONG a commencé à ouvrir des bureaux nationaux dans les grands pays européens et notamment en France. Donc moi, je fais partie du bureau français de l'ONG. Donc c'est une ONG qui ne date pas d'hier et qui n'est pas arrivée avec la voiture électrique, c'était bien avant. Donc les fondateurs étaient un peu visionnaires quand même. Exactement. En fait, finalement, ce positionnement sur la voiture électrique date du Dieselgate. Donc, à l'époque, Transport Environnement avait été parmi les organisations qui avaient révélé ce scandale en faisant des études sur les émissions réelles des voitures diesel. Et par la suite, ça nous a amené à nous interroger sur la technologie qui, de façon la plus efficace et rapide, nous permettait de travailler sur cette décarbonation de l'automobile. Et finalement, au regard des études scientifiques de référence qui étaient disponibles, c'est la voiture électrique qui est cette solution technologique. Alors, quelles sont les actions principales de Transport et Environnement, et notamment autour de la décarbonation et de la voiture électrique ? Vous avez des axes Oui, enfin, de façon générale, Transport Environnement, c'est une ONG qui s'attache à travailler sur des études, des rapports, des analyses. Donc, je disais, on est presque une forme de think tank. Donc, la plupart du temps, quand on travaille sur un sujet, on s'attache d'abord à produire de l'information, des études de référence avec les meilleures données disponibles. Sur cette base-là, on va faire des constats sur des problématiques qui peuvent se poser en matière de décarbonation et transport, des recommandations. Et ensuite, c'est aussi le rôle d'une ONG, on va porter ces constats, ces recommandations auprès des décideurs publics, auprès des décideurs privés, dans les médias, pour essayer de faire en sorte d'appliquer nos recommandations et d'avancer dans cette voie de la transition des transports. D'accord. Alors, on le verra plus tard, mais vous n'hésitez pas parfois à secouer un petit peu le cocotier et à dénoncer. C'est aussi votre rôle. Alors justement, votre rôle à vous, Léo, responsable plaidoyer transition automobile, ça veut dire quoi et ça consiste en quoi exactement ? Alors, le plaidoyer, c'est un terme un peu technique pour dire qu'on essaye de convaincre. En fait, mon travail, c'est d'essayer de convaincre les décideurs publics et privés d'appliquer ces recommandations qu'on porte sur la transition des transports. Globalement, c'est ça. Après, c'est vrai qu'il y a aussi cette dimension, vous le disiez, de campagne parfois. C'est-à-dire que Transport Environnement, c'est une ONG qui a cette habitude de travailler en coalition avec nos partenaires de la société civile, mais aussi avec des entreprises, dès qu'on est en accord sur les politiques, les stratégies d'entreprise qu'il faut mettre en œuvre. Et parfois, malheureusement, on est en désaccord, on a besoin d'aller un peu plus loin, et c'est là où on peut parfois faire des campagnes médiatiques qui nous amènent à dénoncer de façon publique un problème, un positionnement d'entreprise qui va à l'encontre de la transition des transports.
Alors, vous vous occupez principalement du sujet des entreprises et des flottes de véhicules d'entreprise, ou est-ce que c'est plus large? Alors moi, mon travail, c'est de travailler sur la transition automobile en général, donc ça couvre de nombreux sujets. Et parmi ces sujets, un axe important de mon travail au quotidien, c'est les véhicules d'entreprise. On pourra parler de pourquoi est-ce qu'on travaille sur ces véhicules entreprises. C'est un sujet très important de la transition automobile, et on travaille sur ce sujet notamment parce que il a été assez peu vu, assez peu regardé par les décideurs, par la société civile dans les dernières années. Et donc on a considéré qu'il y avait besoin de mettre un peu d'informations, de rapports, d'analyses et de propositions sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est majeur dans cette transition. Alors, vous avez récemment publié un rapport qui pointait le retard des flottes d'entreprises, justement, dans leur passage à l'électrique, en visant d'ailleurs principalement la France et l'Allemagne. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors effectivement, quand on a commencé à travailler sur ce sujet-là, le constat de départ, c'était de dire que lorsqu'on regarde les chiffres, les données d'immatriculation dans les différents pays européens, on se rend compte que la transition vers la voiture électrique, elle suit une sorte de double voie. On a d'un côté les ménages qui globalement sont en train de passer à l'électrique sur le marché des véhicules neufs, avec des taux d'électrification qui chaque année augmentent et sont assez élevés. En France, on est à plus de 20% aujourd'hui des achats de véhicules neufs qui sont électriques du côté des ménages. Et de l'autre côté, on a les entreprises qui, elles, pour le coup, prennent beaucoup moins ce pli de la transition vers la voiture électrique. En France, on était à 11%, donc c'est 2 fois moins que les ménages aujourd'hui, ce qui est un problème pour différentes raisons, pour en parler. Donc ça nous a amené à se dire, là où il y a un sujet en matière de transition vers le véhicule électrique, c'est du côté du segment des entreprises, et c'est là où il y a besoin peut-être de travailler un peu plus pour organiser cette transition et accélérer les choses pour être au même titre que les ménages, prendre cette part de responsabilité dans la transition. On parle beaucoup de verdissement des flottes d'entreprises. Pourquoi ? Quelle est la raison en fait ? Alors c'est un point très important. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais on est assez rarement amené à expliquer la raison pour laquelle il faut reverdir ces flottes d'entreprises. En fait, il y a 5 grandes raisons. Je vais les faire de façon très synthétique. La première raison, c'est que les véhicules d'entreprise, c'est plus d'une voiture neuve sur 2 chaque année. Donc plus de la moitié du marché automobile relève des immatriculations des entreprises. Donc quand on sait ça, on se rend bien compte que l'évolution du marché automobile, la transition automobile, va dépendre en grande partie des choix qui sont faits par les entreprises. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment besoin que les entreprises organisent cette transition. Deuxième sujet, c'est la transition non pas du marché des véhicules neufs, mais du marché de l'occasion. Sachant que la grande majorité des ménages et une bonne partie des entreprises dépendent exclusivement de ces voitures d'occasion et n'ont pas les moyens d'aller sur le marché des véhicules neufs. Or, les véhicules qui sont achetés par les entreprises sur le marché des véhicules neufs arrivent au bout de 3 ou 4 ans sur le marché de l'occasion. Donc si une entreprise en 2024 achète une voiture électrique, eh bien 3 à 4 ans plus tard, c'est une voiture électrique qui se retrouve sur le marché de l'occasion, qui est moins chère et qui peut être achetée par les classes moyennes, par les ménages précaires, par les petites entreprises. Donc c'est une façon d'organiser une transition des 2 facettes de ce marché. Donc il y a une question climatique et puis il y a une question de justice sociale. Troisième raison, c'est la politique industrielle. Parce que les entreprises sont l'un des principaux débouchés pour nos constructeurs automobiles, et en particulier les constructeurs automobiles nationaux et européens. Or, on sait qu'on est dans une grande transition, une restructuration de la filière autour de la voiture électrique, avec de plus en plus de véhicules qui sont assemblés en France et en Europe, et il va y avoir besoin de débouchés pour ces voitures électriques. Et si les entreprises ne jouent pas ce jeu-là, eh bien nos constructeurs, Renault, Peugeot, etc., n'arriveront pas à écouler ces voitures électriques, et donc on va échouer dans cette réindustrialisation de l'automobile autour de la voiture électrique, qui est un projet très positif pour l'emploi, pour l'activité économique, donc il y a vraiment ce sujet-là derrière. Quatrième sujet, c'est la question de l'intérêt des entreprises. Il y a le fait que ça coûte moins cher d'avoir une voiture électrique aujourd'hui pour une entreprise, le fait qu'on est dépendant du pétrole et donc des importations de carburants fossiles quand on est dans un parc fossile, et donc on est à risque dans ses activités économiques. Et puis il y a une question d'image de marque, de fidélité des salariés, parce que c'est positif et vécu positivement ce passage à l'électrique. Et dernier sujet, c'est le fait qu'on a une question de juste répartition des efforts derrière tout ça. Parce que le marché des véhicules d'entreprise est un marché qui est très concentré. On a peu d'acteurs, les grandes entreprises, qui sont à l'origine d'une grosse partie du flux des véhicules d'entreprise et du parc des véhicules d'entreprise. Donc en fait, derrière tout ça, ce qu'on demande, c'est que les plus gros acteurs, ceux qui ont le plus de moyens, le plus d'influence sur le marché, organisent en priorité cette transition au bénéfice
de tout le reste, du climat, de l'industrie, des classes moyennes et de la politique économique. Dans on va dire, cette réticence un petit peu des entreprises à passer à verdir leur flotte, vous avez notamment pointé aussi les grandes banques, donc notamment BNP Paribas et Société Générale, en les accusant, ou en tout cas en accusant leur filiale de leasing automobile de ne pas jouer le jeu. C'est tout à fait vrai. C'est dans le monde des véhicules d'entreprise, on a un acteur qui a pris énormément d'importance dans les dernières années et qui a été assez peu regardé ces derniers temps. Et cet acteur, c'est les sociétés de leasing. Ouais. Donc, c'est quoi une société de leasing ? C'est des acteurs intermédiaires entre les constructeurs automobiles et la demande, les clients, les ménages, les entreprises, qui vont proposer de la location de véhicules sur une longue durée, en général 3 ou 4 ans. Et ces acteurs, ils sont très importants dans l'évolution du marché automobile parce qu'aujourd'hui, on est sur environ 60% des véhicules neufs qui sont immatriculés en leasing automobile. Donc, plus de la moitié des voitures neuves aujourd'hui passent par ces contrats de location qui sont gérés par ces grandes sociétés de leasing. Et derrière les sociétés de leasing, on a des grandes banques, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole. On a aussi des constructeurs automobiles qui eux-mêmes ont des banques et qui vont jouer le rôle de société de leasing pour leurs clients. Et c'est un secteur qui est assez concentré, qui a une influence majeure sur l'évolution du marché automobile et qui, malheureusement, c'est le résultat de nos analyses, de nos rapports, n'est pas tout à fait aujourd'hui en ligne avec cette transition vers le véhicule électrique et avec cette décarbonation qu'on demande sur le secteur automobile. Donc ça nous a amené à travailler sur le sujet pour dire à la fois comment est-ce que ces acteurs influent sur l'évolution du marché automobile et comment est-ce qu'ils pourraient faire mieux, justement, utiliser cette influence à bon escient pour organiser plus largement cette transition vers le véhicule électrique. Donc ça pourrait être en fait des prescripteurs et c'est aujourd'hui un travail qu'ils ne font pas selon vous. À votre avis, pourquoi ils freinent comme ça ? Quel est leur intérêt ? Alors d'abord dire qu'il y a deux façons pour une société de leasing d'influer sur le marché automobile. D'abord, il y a une influence sur l'offre, sur les constructeurs automobiles. Parce que les sociétés de leasing, c'est des très gros clients des constructeurs automobiles. Chaque année, c'est des millions de véhicules qui sont achetés à l'échelle européenne par les sociétés de leasing pour être ensuite loués en location de longue durée. D'accord. Pour les sociétés de leasing des constructeurs, c'est un cas un peu spécifique parce qu'on est sur le même groupe, mais c'est une forme de canal commercial particulier, donc c'est très lié aux stratégies de production des constructeurs. Donc sur l'offre, on a une très grosse influence. Si les sociétés de leasing se mettaient à acheter en masse tel ou tel type de véhicule, eh bien les constructeurs automobiles sont nécessairement incités à aller produire ces véhicules-là. Et du côté de la demande, il y a aussi une très grosse influence pour plusieurs raisons. Premièrement, bien sûr, le prix. Parce que les sociétés de leasing, elles vont fixer un prix de location qui va être payé par le client de façon mensuelle. Et les écarts de prix qui peuvent exister entre les différents modèles de véhicules, et en particulier entre l'électrique et le thermique, vont influer sur le choix du client. C'est-à-dire que si on vous demande de payer 25% plus cher pour partir sur de l'électrique en loyer, évidemment, l'avantage compétitif, il n'est pas pour l'électrique. Et ça, c'est lié au modèle d'activité des sociétés de leasing et à la façon dont elles évaluent la fixation du prix. On va pas rentrer dans les détails techniques. La valeur de revente, etc. La valeur de revente, etc. Est-ce que la valeur de revente est évaluée de façon dynamique ? Est-ce qu'elle est révisée régulièrement ? Est-ce que les hypothèses qui sont derrière sont justes et sont concordantes avec la réalité des valeurs de revente ? Tout ça va influer sur le prix et donc sur les choix des clients. Et après, il y a un deuxième sujet sur la demande qui est très important du côté des sociétés de leasing, c'est le fait qu'elles ne font pas que de louer un véhicule sur la demande du client. Elles vont proposer des services, elles vont proposer des conseils, elles vont proposer des informations. Lorsqu'on va voir une société de leasing, on loue une voiture, c'est clair, mais on loue aussi des services, de la maintenance, on loue de l'information qui est donnée par la société de leasing. Donc si les commerciaux du leasing sont formés pour donner les bonnes informations, par exemple autour de la voiture électrique, en disant voilà comment vous allez pouvoir vous recharger, voilà comment ça fonctionne, voilà quel est le prix total d'utilisation de la voiture électrique, le fameux TCO, et vous allez faire des économies. Et si le commercial est en capacité de dire cette transition vers la voiture électrique, on va vous accompagner, on va vous proposer des conseils, on va vous proposer des services, on va vous aider dans l'installation des bornes, dans la conviction des salariés quand c'est une entreprise, évidemment que ça va inciter fortement le client à passer le pas. À l'inverse, et on a fait une étude pour appeler justement des sociétés de leasing, une étude de type appel mystère, qui a démontré que malheureusement, aujourd'hui, les commerciaux des sociétés de leasing étaient plutôt dans une dynamique à donner des informations assez approximatives sur la voiture électrique, peu d'incitation à aller sur cette transition, donc nécessairement le client il y va pas, il va simplement être dans une forme d'attentisme. Donc tant du côté de l'offre que du côté de la demande, on a une vraie influence de ces sociétés de leasing, et ce qu'on demande nous, c'est qu'ils prennent leur part de responsabilité.
C'est l'un des maillons importants de cette transition. Et donc, au même titre que les constructeurs et que leurs clients, ils doivent prendre leur part. Donc c'est un vecteur important. Je pense que on revient toujours un peu au même sujet avec tous mes interlocuteurs. C'est aussi une question de connaissance, d'acculturation à l'électrique. Il y a beaucoup de pédagogie à faire là aussi auprès notamment des sociétés de leasing. Parce que c'est pas vraiment de la mauvaise volonté en fait, c'est plus de l'ignorance, non? En fait, c'est simplement un changement de modèle d'activité. On est sur des acteurs, c'est la même chose pour les constructeurs automobiles qui pendant des années ont travaillé autour de la voiture thermique. Et du système automobile thermique. Donc, ils sont habitués à faire ça, ils connaissent bien les sujets, ils connaissent bien les enjeux, ils connaissent bien les valeurs résiduelles. Ce que suppose la transition vers la voiture électrique, c'est de modifier le modèle d'activité pour organiser les locations autour de l'électromobilité. Et ça, évidemment, ça se fait pas tout seul, mais c'est comme n'importe quel projet de transition dans une entreprise. La digitalisation, le fait d'aller conquérir un nouveau marché, le fait de changer sa politique RH, ça demande une transformation, ça demande la conduite du changement en interne. Et pour les sociétés de leasing, c'est la même chose. Il faut qu'elles soient en capacité d'organiser une transition de leur modèle d'activité sur les prix, de former leurs salariés pour qu'ils soient eux-mêmes conscients des enjeux, comprennent bien la façon dont ils peuvent accompagner leurs clients, inciter aussi, peut-être par exemple par des primes, à aller louer de la voiture électrique plutôt que de la voiture thermique. Bref, finalement, c'est une transition de modèle d'activité comme ça se passe de façon régulière dans les entreprises, et c'est ça qu'on demande aux sociétés de leasing. Les grandes flottes doivent le faire, les constructeurs automobiles doivent le faire, les sociétés de leasing aussi, les acteurs de la location de courte durée, pareil. Alors, ce sont des sociétés financières qui ont évidemment un besoin de profitabilité. Alors, aujourd'hui, il y a quand même une incertitude autour du marché de la voiture électrique. Alors, on peut peut-être pas forcément complètement les blâmer parce que on sait que les prix bougent beaucoup, qu'il y a des fluctuations qui sont importantes. On ne sait pas exactement aujourd'hui sur un marché qui est quand même encore assez jeune quelle est la valeur résiduelle d'une voiture après 5 ans, après 3 ans. On voit que Tesla, par exemple, baisse ses prix et puis après les remonte, etc. Donc, c'est un vrai yo-yo qui favorise en fait une incertitude et les financiers détestent par-dessus tout l'incertitude. C'est vrai, il y a des enjeux qui se posent autour de la transition vers la voiture électrique. Il faut pas les nier, c'est parfois complexe, et notamment sur cette question de variation des prix des valeurs résiduelles. Mais cela étant dit, quand on discute, et ça c'est une anecdote que je vais vous raconter, quand on discute avec des sociétés de leasing engagées, mais il y en a une en France qui s'appelle le Crédit Agricole, qui a des très bons résultats, des très grandes performances en matière de transition vers le véhicule électrique. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent deux choses. Ils nous disent premièrement, les sociétés de leasing gagnent bien leur vie sur leur modèle d'activité autour des véhicules thermiques. Les profits des sociétés de leasing dans les dernières années ont été très importants, bien plus importants que la moyenne du marché. Donc cet argent-là, il peut être investi dans cette transition vers le véhicule électrique pour que, à l'horizon des 10 prochaines années, on arrive à stabiliser ce modèle d'activité sur l'électrique. C'est simplement une question d'anticipation, de se dire qu'il n'y a pas que les profits à court terme qui comptent. Il y a aussi le fait de se dire que on prépare les business models de demain. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et ça, c'est très important de le dire, c'est qu'il y a énormément d'opportunités économiques, des opportunités de croissance autour de l'électromobilité. Et les acteurs qui l'auront compris et qui vont aller rapidement mettre en place ce bouquet de services autour de la recharge, autour du suivi de la durabilité de la vie de la batterie, autour de la maintenance de la voiture électrique, etc., vont en fait être ceux qui vont tirer leur épingle du jeu et qui vont construire leur profil, leur modèle d'activité de demain. Donc voilà, il faut pas le voir que comme des contraintes, des changements, etc. C'est aussi des opportunités. Alors vous avez, à propos des sociétés de leasing, vous avez aussi récemment contesté et même débunké un rapport, celui de l'Arval Mobility Observatory. Qu'est-ce qu'il disait et en quoi était-il sujet à caution, ce rapport ? Alors, c'est vrai que Transport Environnement, c'est une ONG qui s'attache aux données, aux analyses. On essaye d'être le plus robuste possible dans ce qu'on dit. Donc, quand on a vu ce baromètre d'Arval, évidemment, on a été obligé de réagir parce que le baromètre d'Arval, ce qu'il nous dit, c'est que la France, et en particulier les entreprises françaises, sont très bien placées dans l'électrification de leur flotte. Ça, c'est la conclusion qui a été tirée de ce baromètre. Sauf qu'on a deux grandes limites dans la méthodologie qui a été utilisée par Arval pour arriver à cette conclusion. Premièrement, il considère que n'importe quel véhicule qui a une petite part d'électrique est un véhicule électrique. Donc, c'est-à-dire qu'un véhicule hybride simple, hybride rechargeable, est mis au même plan qu'un véhicule électrique. Or, c'est très contestable parce que c'est pas du tout la même chose. Les véhicules hybrides et les véhicules hybrides rechargeables sont des véhicules thermiques qui consomment du pétrole, qui émettent du CO2. Donc, on peut pas les mettre sur le même plan que la voiture électrique. Et deuxième chose, dans le baromètre, on considère qu'à partir du moment où une entreprise a au moins un véhicule hybride dans son parc, alors elle est électrifiée.
Sauf que, on le sait très bien, il y a des entreprises qui ont des centaines, des milliers de véhicules. C'est pas parce qu'ils ont quelques véhicules hybrides et quelques véhicules hybrides rechargeables qu'on peut considérer que c'est bon, la transition a été faite. Donc, c'est deux grosses limites méthodologiques qui font dire quelque chose à Arval qui est complètement à contresens de la réalité des chiffres. Et la réalité des chiffres, et ça, on le tire de nos analyses du système d'immatriculation des véhicules officiels. Donc, c'est vraiment les cartes grises, tous les véhicules qui rentrent dans le parc automobile français en 2023. Et je le disais tout à l'heure, c'est que on a 2 fois moins de véhicules électriques du côté des entreprises par rapport aux ménages. Donc, on a un retard en réalité des entreprises sur la voiture électrique. Et quand on compare la France, parce qu'il y avait aussi une comparaison internationale avec les autres pays européens, bien on voit que les entreprises françaises sont en retard aussi sur leurs homologues européens. On est en retard sur les Belges, on est en retard sur les Allemands, on est en retard sur les Autrichiens, sur les Anglais, etc. Donc en fait, on n'est pas du tout bien placé dans cette transition vers la voiture électrique. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en place des politiques, des stratégies d'entreprise pour aller plus vite, pour accélérer les choses. C'est un paradoxe français, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, dans le marché grand public, aujourd'hui on est pratiquement à une voiture sur 5 électrique dans les nouvelles immatriculations. On est aussi le pays qui a le réseau aujourd'hui de chargeurs le plus dense après les Pays-Bas, je crois, et devant l'Allemagne. On a quand même une politique, une politique volontariste sur le sujet, et malgré ça, dans les entreprises, on est un petit peu en retard. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler en 2 mots le cadre de la loi la loi d'orientation des mobilités sur ce point de l'électrification des flottes? Je crois que les flottes ont une obligation progressive. Exactement. Donc en 2019, la loi LOM a défini une obligation de verdissement. Donc c'est un terme un peu barbare, mais qui veut dire que chaque année, quand une entreprise qui a au moins 100 véhicules dans son parc, quand elle immatricule des nouveaux véhicules, elle doit intégrer une part croissante de véhicules verts, des véhicules électriques ou malheureusement hybrides rechargeables. On pourra y revenir. Donc progressivement, entre 2022 et 2030, ces grandes entreprises, elles sont obligées normalement d'intégrer, d'organiser progressivement la transition de leur flotte vers la voiture électrique. Donc ça, c'est sur le papier. Après, malheureusement, et c'est les rapports qu'on a fait depuis maintenant 2 ans, cette loi, elle n'est pas suivie des faits, elle n'est pas appliquée par une grande majorité des entreprises qui sont concernées. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de contrôle, donc il n'y a pas vraiment d'incitation réelle à ce que les entreprises mettent en place cette transition. Et ça nous mène... je simplement dire que ça nous mène un peu à cette question on l'a un peu abordé en filigrane. Pourquoi est-ce que les entreprises aujourd'hui ne jouent pas le jeu de cette transition vers la voiture électrique ? Pour moi, il y a une raison principale qui est l'engagement des directions de ces entreprises-là. Parce que toutes les entreprises qui ont joué le jeu de cette transition, derrière, systématiquement, on a une direction qui a pris des engagements volontaires, qui a mis en place une équipe projet, qui a mis des moyens au départ pour installer des bornes, pour mettre en place ce projet de transition. Et derrière, en fait, on arrive à organiser la transition et ça fonctionne. À l'inverse, les entreprises où la direction se dit la transition va se faire tout seul sans qu'on ait besoin de rien faire et on repose sur le bon vouloir de nos salariés pour le faire, ça ne peut pas fonctionner parce que un gestionnaire de flotte ne peut pas prendre la décision tout seul dans son coin d'organiser une transition aussi importante que la transition vers le véhicule électrique dans l'entreprise. Il y a beaucoup trop d'enjeux et ça doit être arbitré à l'échelle de la direction. Et après, le deuxième enjeu, et c'est pour le coup du côté des salariés, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la formation, c'est l'accompagnement de tous ces gens qui, dans les entreprises, doivent mettre en place la transition parce que de fait, ils ne connaissent pas bien les enjeux, ils ne savent pas ce que ça veut dire de passer à la voiture électrique. Et il y a effectivement beaucoup de questions qui se posent. Alors, c'est des questions qui sont pas insurmontables, il y a des entreprises qui le font et ça se passe bien. Mais pour ça, il faut être formé. Donc, c'est les 2 sujets. La direction qui doit se saisir du sujet et donner le cap, mettre les moyens pour que ça fonctionne. Et ensuite, il y a les salariés qui doivent être formés, qui doivent être accompagnés pour mettre en place la transition de façon progressive et apaisée. Alors vous parliez de données tout à l'heure. Est-ce qu'on a des données ou des retours qui permettent de mesurer concrètement le taux de satisfaction des entreprises qui sont passées, qui ont commencé leur verdissement? Est-ce que c'est la même chose que chez les particuliers? On a aujourd'hui coutume de dire que un particulier qui est passé à la voiture électrique, dans 90% des cas, plus de 90% des cas ne reviendrait pas au thermique. Est-ce que c'est le cas dans les entreprises ou est-ce que vous sentez qu'il y a une réticence parce que tous les cas d'usage ne sont pas les mêmes et que un commercial qui a besoin de faire 500 km par jour aura peut-être plus de difficultés à s'équiper en électrique que quelqu'un qui fait simplement des petits trajets ou un livreur qui fait le dernier kilomètre? Est-ce qu'on a des baromètres pour ça? Alors, c'est la même chose que chez les particuliers. Le retour de terrain qu'on a, c'est que
personne dans les entreprises qui se sont engagées ne reviendrait en arrière sur cette transition. D'accord. Et si on le prend à l'envers, aucune entreprise ne se vante aujourd'hui d'avoir un parc composé d'énormément de voitures diesel. Donc c'est pas quelque chose dont on peut être fier dans une entreprise. Là où il peut y avoir des difficultés, c'est lorsque on ne met pas en place les bonnes étapes pour la transition. C'est-à-dire si on ne regarde pas les cas d'usage, si on regarde pas là où on peut mettre des voitures électriques et là où ça va fonctionner, si on n'accompagne pas les salariés qui vont utiliser ces voitures électriques, et que du jour au lendemain, et si on ne met pas en place les bornes de recharge pour les recharger, que du jour au lendemain on leur met un véhicule électrique sans aucun accompagnement, sans aucune borne, etc., là évidemment ça va mal se passer. Parce qu'on n'a pas fait ce travail justement de transition du modèle. Par contre, les entreprises qui font les choses dans le bon ordre, qui se disent où est-ce que on peut mettre des voitures électriques, quels sont les cas d'usage où ça fonctionne, où est-ce qu'on peut mettre des bornes de recharge, est-ce que les salariés peuvent le faire, est-ce qu'on les accompagne et prennent les choses de façon progressive, en se disant d'abord on se concentre sur ce qui est facilement électrifiable et au fur et à mesure du temps on va sur les cas d'usage les plus en plus difficiles, en comptant aussi sur l'évolution de l'offre, sur le fait qu'on a de plus en plus de modèles, sur le fait qu'on a de plus en plus de bornes de recharge. Et bien dans ces entreprises-là, le retour d'expérience il est très très positif. Et c'est des grosses et des petites entreprises, hein. C'est pas que des grandes entreprises, on a vraiment tous les cas de figure et ça fonctionne bien. On a parlé vous avez évoqué les sanctions. Alors il y a un député, qui n'est plus vraiment député à l'heure où on se parle, mais Damien Adam qui avait proposé donc une proposition de loi visant à sanctionner les entreprises qui ne respectent pas leur quota de VE. C'est vers ça qu'il faut aller, vous pensez ? Mais finalement, c'était pas tant l'idée de sanctionner, de taper sur les doigts des entreprises qui ne jouaient pas le jeu, mais simplement de montrer la voie, de montrer la direction assez comex dans les entreprises pour leur dire la loi vous oblige à passer à l'électrique et donc il va falloir appliquer la loi. Et finalement, c'est dans l'intérêt même de ces entreprises-là parce que le passage à l'électrique dans les entreprises, c'est un sujet de satisfaction pour les salariés, de fierté, d'image de marque pour les investisseurs, hein, on en a parlé. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que la voiture électrique, aujourd'hui, c'est celle qui coûte le moins cher quand on regarde l'ensemble des coûts qui sont attachés à une automobile. Donc, c'est le fameux TCO, donc les coûts à l'usage. Eh bien, en fait, la voiture électrique, aujourd'hui, coûte moins cher que le thermique. Donc, une fois qu'on a passé cette phase de transition où il faudra au départ mettre une équipe projet et peut-être investir dans certaines bornes, derrière, on a une économie sur les coûts de gestion. Et il y a un autre sujet qui est fondamental pour les entreprises et qui malheureusement est très peu discuté et très peu débattu, c'est la résilience des activités de ces entreprises. Parce que être dépendant pour ces activités des voitures thermiques et donc des carburants fossiles, ça veut dire qu'on est dépendant des importations de pétrole, des décisions de l'OPEP, des décisions de l'Arabie Saoudite, des décisions de la Russie. Et on le sait, on a régulièrement des chocs pétroliers, des crises sociales et économiques qui sont liées à l'augmentation du prix des carburants. Donc il vaut mieux pour une entreprise être dépendant de la production d'électricité sur le territoire national, et en particulier par exemple d'entreprises comme EDF, pour ses activités économiques, plutôt que de dépendre d'acteurs extérieurs et dans un contexte géopolitique qui, on le sait, est compliqué. Donc il y a aussi un sujet juste de résilience économique derrière tout ça. Alors vous savez ce qu'on va vous répondre ? On va vous répondre que on est aussi dépendant de minerais qui sont importés de l'étranger et de batteries qui sont fabriquées à 90% en Chine pour faire marcher les voitures électriques. Oui, alors première chose, ça c'est vrai pour la production des véhicules électriques, c'est pas vrai pour l'usage. Une fois qu'on a une voiture électrique dans une entreprise, derrière on n'est plus dépendant de ces chaînes d'approvisionnement. Deuxième chose qu'il faut dire, c'est que les minerais qui sont dans des voitures électriques sont recyclables. Contrairement au pétrole qui, une fois qu'on le brûle dans un moteur thermique, part dans l'atmosphère sous forme de CO2 et n'est plus récupérable. Donc on a cette possibilité d'avoir une filière de recyclabilité des batteries qui est en train de se structurer et qui nous permettra d'être moins dépendants justement de ces matériaux. Et par ailleurs, dernière chose, les voitures électriques dépendent d'une palette beaucoup plus importante de matières premières que les voitures thermiques. C'est-à-dire qu'on passe d'une dépendance quasi unique à ce pétrole et à ces quelques pays producteurs, à une dépendance beaucoup plus multiple avec des acteurs qui sont, enfin, il y a beaucoup plus de pays qui sont en jeu, beaucoup plus de matières premières. Donc c'est pas tout à fait les mêmes enjeux. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus souple d'une certaine manière. Alors vous avez, je crois que vous n'êtes pas très fan des voitures hybrides et des hybrides rechargeables. C'est pas tant une question d'appréhension personnelle du sujet, c'est simplement que quand on regarde les chiffres, quand on regarde les émissions réelles en conditions d'utilisation, eh bien on se rend compte que les hybrides rechargeables n'ont pas rendu les services qu'ils promettaient. De façon très concrète, c'est des véhicules qui vont consommer beaucoup plus de carburant que ce qui est annoncé,
qui vont donc émettre beaucoup plus de CO2 que ce qui est annoncé, et qui vont aussi coûter beaucoup plus cher aux entreprises que ce qui est annoncé. Donc ça, c'est évidemment un problème. On se retrouve avec des émissions de CO2 qui sont de l'ordre de 140 grammes de CO2 par kilomètre, ce qui est à peu près ce qu'émet un véhicule thermique classique. Et en termes de coût, c'est les véhicules qui sont les plus chers du marché aujourd'hui quand on regarde ce fameux coût total d'utilisation. Donc en fait, on a un problème climatique derrière, mais on a aussi un problème simplement financier, et c'est pas intéressant pour les entreprises de passer à ce type de véhicule. Et ça s'explique tout simplement parce que c'est des véhicules qui doivent être rechargés de façon assez permanente pour fonctionner. La capacité de la batterie, elle est très faible. Et malheureusement, c'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, c'est des véhicules qui sont très peu rechargés, et en particulier dans les entreprises, parce que ça a été perçu comme une façon finalement de faire une transition sans faire une transition, c'est-à-dire de se dire on passe à une voiture plus verte, mais en fait on n'installe pas les bornes de recharge, on forme pas les salariés, on met pas en place justement cette transition du modèle d'activité qui est nécessaire, et donc on n'a pas les avantages du passage à l'électrique malheureusement. Et avec comme résultat de constater que de nombreuses utilisateurs de ces voitures hybrides en entreprise n'ont jamais rechargé en fait. Exactement. Quand ils rendent la voiture, le câble n'est jamais sorti de son emballage. Et ça arrive très souvent. Et quand les entreprises qui se sont dit tiens, on va passer par cette première étape qui était présentée comme obligatoire de l'hybride rechargeable, et ensuite on verra si on passe à l'électrique. En fait, leur conclusion c'est ça fonctionne pas du tout. Passons à l'électrique directement. Et alors, même sur les alternatives, on parle aussi du rétrofit. Vous avez une position sur ce point ? Oui, sur le rétrofit, donc on a fait une étude il y a quelques mois qui s'attachait à regarder comment est-ce qu'on pouvait décarboner, non pas seulement les véhicules neufs, parce que là on a beaucoup parlé des véhicules neufs, mais aussi le parc existant, donc tous les véhicules qui sont déjà mis en circulation, dont une grande partie sont des véhicules thermiques. Donc quand on parle d'atteindre une neutralité carbone en 2050, il faut aussi s'intéresser à ces véhicules en circulation. Et là-dessus, le rétrofit, c'est une solution qui est très intéressante, parce qu'elle permet de transformer des véhicules roulants thermiques en véhicules électriques. Après, toute la difficulté, c'est de savoir quel est le potentiel réel de déploiement de cette solution, avec des coûts qui sont encore aujourd'hui assez élevés, donc il y a un besoin de structuration de la filière, et peut-être que dans les 30 prochaines années, on arrivera à faire en sorte que ça puisse prendre une ampleur importante. Mais c'est une solution intéressante parce que ça évite d'avoir à reproduire un nouveau véhicule, donc ça évite toutes les émissions de CO2 qui sont liées à la production d'un véhicule neuf. On a simplement une batterie à installer, et ça permet aussi de garder le même véhicule. Donc c'est une très bonne solution. Dernière question, Léo. Ça concerne un petit peu la période politique que connaît la France en ce moment. Est-ce que vous pensez que cette période d'un peu d'incertitude là pourrait remettre en question votre mission, ou au contraire la renforcer en fonction des résultats ? Qu'on le veuille ou non, de toute façon, la crise climatique qui est devant nous, elle est là. On en perçoit les conséquences de façon de plus en plus concrète. Donc, le rôle des ONG environnementales, il va perdurer parce qu'on a besoin d'avoir des acteurs comme nous qui sont en capacité d'analyser les choses, de faire des propositions pour répondre à ces grands enjeux-là. Donc, je pense que quoi qu'il advienne, on aura besoin de cette expertise pour essayer de faire avancer les choses. Après, la difficulté, c'est qu'on est aussi malheureusement aujourd'hui dans un monde de post-vérité, de désinformation assez massive, et la voiture électrique est l'un des exemples majeurs de cette désinformation. Donc c'est tout l'enjeu de réussir à remettre un petit peu d'objectivité, de données, d'analyse dans le débat pour essayer de prendre des décisions qui soient un peu plus éclairées, pas simplement des décisions émotionnelles qui sont basées sur des fausses informations, tout simplement. Très bien, merci beaucoup Léo Larivière. Je rappelle que vous êtes responsable plaidoyer transition automobile chez l'ONG Transport et Environnement. Merci. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut!